Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation. Donc nous attendons une formation sur la programmation orientée objet, surtout au niveau du PHP. Mais ce que je vais dire là, les notions que je vais employer seront pareilles pour n'importe quel langage qui peut s'utiliser en orienté objet. Alors pourquoi utiliser l'orienté objet? Pour gagner en structure et organisation du code. Alors avant, lorsqu'on programmait, on programmait avec un code qu'on appelle un code spaghetti, donc on programme un peu comme ça vient, sans réellement de structure. Et du coup, c'était difficile de maintenir son projet, surtout si elle devait évoluer. Et surtout dans le cas où on avait un gros projet. La plupart du temps, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un ensemble de fichiers ou un seul fichier de fonctions où on mettait toutes nos fonctions. Donc par exemple, on avait un fichier fonction où on mettait des fonctions qui vérifiait si des champs étaient vides, si le mot de passe était bon, si l'email était valide, la connexion à la base de données, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, lorsqu'on veut corriger les erreurs, ce n'est pas forcément très évident. On est obligé d'aller rechercher la ligne, faire des tests pour savoir où est notre erreur. Et bien évidemment, c'est pas forcément à la longue, ce n'est pas une manière de programmer qui est bien adaptée. Donc la programmation orientée objet va répondre à ce besoin. Donc ce concept a été inventé en 70, donc comme je vous le disais, pour mieux structurer son code. Avoir une meilleure maintenance, lorsqu'on aura des erreurs, on va pouvoir mieux cibler où est l'erreur. Et lors de la distribution, si par exemple on va créer un ensemble d'objets finalement, et ce qu'on aimerait bien c'est pouvoir distribuer ces objets à des utilisateurs qui vont pouvoir utiliser ces objets-là. Et donc, si le code n'est pas structuré, ça ne sera pas facile pour l'utilisateur final d'utiliser votre code. Donc, pour comprendre ce concept, on va faire le parallèle avec un exemple de tous les jours. Par exemple, une voiture. Donc, une voiture est un objet. Donc, cette voiture objet possède un ensemble de propriétés, dont les roues, la couleur, le moteur, le volant, le capot, etc., etc. Cette voiture possède également des fonctionnalités, donc des fonctions, donc qui lui permet par exemple d'avancer, de reculer, ouvrir les portes du coffre, ouvrir les portes, tourner les roues, etc., etc. Mais cet objet-là, il n'est pas né comme ça, pas tout seul. Cet objet, donc cette voiture, a été créée, donc a été créée par une usine, par une entreprise, une usine, peu importe. Donc nous avons une usine qui va fabriquer notre objet, nos objets voitures. Donc on va voir quelques notions de la programmation orientée objet dans les classes, l'encapsulation, l'héritage. Donc l'héritage c'est assez facile à comprendre, hein. Par exemple les enfants vont hériter de certaines choses de leurs parents. Les interfaces qu'on ne verra pas parce que ce n'est pas forcément très utilisé. Et puis c'est surtout utilisé au niveau des frameworks, hein. Par exemple Cake PHP, Laravel, Symfony. Je mettrai des vidéos, je mettrai des liens de vidéos vers de GraphiCart qui a fait des vidéos sur les interfaces. On verra également le design pattern, surtout les design patterns MVC parce qu'il y en a plusieurs. On verra ce que c'est que les traits. Donc les traits c'est une forme d'héritage mais on appelle ça l'héritage horizontal. Et on verra alors un petit peu vraiment le polymorphisme puisque c'est un peu plus compliqué. Donc l'avantage, pour programmer en orienté objet, il faut quelques notions évidemment. Donc en PHP, il faut savoir ce que c'est qu'une fonction. Savoir qu'une fonction peut prendre des paramètres. Donc si vous arrivez à comprendre ces fonctions-là, qui sont pas si compliquées au final, c'est que vous avez une notion de base. Donc il vous faudra seulement ces notions-là.
Donc ce que nous allons faire, c'est créer du coup des objets. Donc un objet c'est alors lorsqu'on va créer des objets, on va créer des donc on va créer un ensemble de fonctions et il faut que notre objet soit le plus modulable possible. Donc le plus générique possible. Comme ça, on va pouvoir l'utiliser sur l'ensemble de tous nos projets. Et un exemple assez simple. Par exemple, vous voyez cette fonction-là. Elle ne sera valide que dans le cas où j'aurai comme paramètre, donc 6 paramètres, hein, dont, alors ça, j'avais créé ça pour mon réseau social. Donc lorsque je ne savais pas programmer un orienté objet, j'avais créé ce type de fonction-là. Donc cette fonction-là vérifiait si les champs existaient et s'ils n'étaient pas vides. Là, vous voyez que ce n'est pas du tout une fonction générique, puisque cette fonction ne sera valide que dans le cas où j'aurai tous ces paramètres-là. Donc, ce que je devrais faire, ce que la programmation orientée objet me dirait de faire, c'est de créer une fonction. C'est par exemple isVid. On lui donne en paramètre le champ. Et là, on le retourne si le champ est vide. Alors, j'ai dû faire une erreur quelque part. Ah, c'est parce que j'ai nommé la fonction pareil, donc du coup, forcément. Alors, je vais nommer isVid. Donc ça, c'est une fonction générique, contrairement à celui-là. Donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir utiliser cette fonction en, du coup, plusieurs fois pour chaque champ. Donc la programmation orientée objet va un peu m'obliger à utiliser donc des fonctions génériques, donc pour avoir des objets le plus modulables possible, donc le plus adaptable possible. Comme ça, on évite les répétitions et c'est forcément une bonne chose. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser l'orienté objet? Alors, typiquement, on va prendre l'exemple de la voiture. Donc, la voiture, donc, on a dit que c'était un objet, donc un objet créé par une usine. Donc, nous avons deux cas de figure. On a l'utilisateur final, donc celui qui va utiliser cette voiture. Et nous avons ses concepteurs. Donc, on a deux points de vue très différents qu'il va falloir bien comprendre. Donc, l'utilisateur final, lui, ce qu'il veut, c'est de pouvoir utiliser la voiture. Lui, il n'a pas besoin de comprendre comment fonctionne l'intérieur, mis à part bien sûr comment mettre de l'huile, tout ça. Et il n'a pas besoin de savoir concrètement comment fonctionne cette voiture pour pouvoir l'utiliser. Tandis que le concepteur, lui, donc celui qui aura conçu la voiture, lui, il saura exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc lorsqu'il y aura une panne, s'il y a une panne, le concepteur, lui, il pourra voir à l'intérieur de la voiture et repérer la panne. Tandis que l'utilisateur final, lui, il va devoir appeler quelqu'un qui va savoir. Donc l'orienté objet va nous obliger à cacher une partie de la complexité d'un objet pour l'utilisateur final. Alors en programmation, c'est ce qu'on appelle l'encapsulation. C'est le fait de cacher la complexité. Donc la manière dont c'est fait à l'intérieur. Donc l'utilisateur n'a pas besoin forcément de comprendre tous les rouages. On va juste lui expliquer comment utiliser cet objet. Et donc
ce sera tout pour lui. Alors, on va commencer du coup par... alors, comment ça va fonctionner un peu là? Alors, le but donc de l'APO, c'est de regrouper euh, un ensemble de fonctionnalités dans une sorte de grosse variable. Donc cette grosse variable alors ne sera pas l'objet, mais ce sera une classe. Une, une classe sera l'équivalent de l'usine en orienté objet. Donc nous aurons par exemple, notre classe voiture qui va nous permettre de créer des objets voitures. Donc par exemple, on va dire voilà, toutes ces fonctions-là, alors mis à part celui-là, ces fonctions-là, ils nous servent, à vérifier un ensemble de données issues d'un formulaire. Donc ce qu'elle va faire, c'est, alors, j'oublie la balise. Alors donc on va dire ça, toutes ces fonctions-là, étant donné elles sont dans le même contexte, hein, donc qui est la vérification des informations d'un formulaire, on va les assembler et on va les mettre dans une sorte de grosse variable, qui sera donc notre classe. Donc il nous restera par exemple plus que ces deux fonctions qui auront plus ou moins le même contexte, donc qui sera de se connecter à la base de données et de faire des requêtes. Donc ça sera tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, nous créerons notre première classe. Donc concrètement, on va créer la classe voiture, hein, tout simplement. Voilà. Donc si vous avez des questions sur les choses que je viens d'expliquer, ou si vous voulez des explications en plus, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine.